Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis Pascal Platier, je viens de la région des Alpes, de la Haute-Savoie, à l'est du lac d'Annecy. Je vais vous faire une présentation sur les arts rupestres cruciformes dans les Pyrénées et au nord de la péninsule ibérique. Vous avez sur le slide de présentation ici le dessus du dolmen du creux de la Falibe, qui est à Saint-Michel-de-Lot, en Pyrénées-Orientales. Et on peut voir à la fois des pierres à cupules avec des roulottes et un ensemble de cruciformes cupulés qui présentent bien le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Dans l'art rupestre, ces symboles ont un statut assez particulier. Ils sont le plus souvent présupposés historiques. Donc la forte présence des croix chrétiennes dans notre univers et dans notre pensée fait que il est très difficile de démontrer que certaines croix pouvaient exister avant la période historique. Malgré leur présence sur de très nombreux sites rupestres, dans de très grand nombre de cas, ils sont exclus des études. Systématiquement, on les catalogue comme historiques, donc on les met de côté, on ne les étudie pas en détail. De fait, aucune étude d'ensemble n'a été réalisée sur ce sujet. Ce classement historique s'appuie sur un nombre restreint d'études locales qui font référence. Et on continue à dire toujours à peu près les mêmes choses, sans aller dans le détail, sans faire d'études plus poussées. Il y a quelques textes sur la christianisation des pierres, mais aucun de ces textes n'évoque réellement des gravures cruciformes. Et donc, la plupart du temps, c'était plutôt la destruction de pierres anciennes votives et la christianisation se passait plutôt par la position de croix en bois ou de croix en fer sur les domaines de sculpture. On resculptait certains métiers, mais il n'y avait pas cette action de réaliser des croix pour effacer ce qui précédait. On avait plutôt tendance à mettre des petites statuettes de vierges ou de prêtres voilà, pour christianiser la pierre. Les sites sont très espacés les uns des autres et sont répartis sur plusieurs pays en Europe, ce qui rend encore plus compliqué l'analyse. Alors, les arts rupestres cruciformes, ce sont des éléments des arts rupestres schématiques. Donc, dans le courant du néolithique, il y a un nouveau mouvement artistique qui apparaît, qui est la schématisation. Donc, on va décrire certaines pensées et certaines représentations par un schématisme extrême, qui peut être à la fois des symboles, ça peut être donc, des cupules, ça peut être des cercles concentriques, ça peut être des labyrinthes, ça peut être toutes sortes de choses. Il y en a beaucoup de sortes. Et parmi eux, on pense qu'il y a aussi des cruciformes. On va voir quelles sont les familles de cruciformes et quelles sont les évolutions de ces cruciformes. Alors c'est dans quelques régions de 5 pays d'Europe qu'on les rencontre le plus. Donc il y a le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et la Suisse, avec une certaine unité d'ensemble. On retrouve à peu près les mêmes familles et les mêmes types dans tous ces pays, avec des variantes locales, des fois particulières. Ces pratiques sont difficiles à identifier et à dater du fait de la forme proche des symboles des croix chrétiennes historiques. Et parfois, c'est très très similaire, donc on a du mal à différencier. Dans cette présentation, nous allons évoquer leurs évolutions et les changements qui ont pu se passer. Alors, il y a deux grandes familles de cruciformes. On a les cruciformes solaires qui sont les plus connus et qui sont les plus reconnus comme étant préhistoriques.
Donc on voit la croix solaire simple, c'est-à-dire c'est une croix dans un cercle. On a aussi la svatika, qu'on rencontre un peu partout et qui date déjà depuis le début du néolithique. On a des croix grecques simples, on a des croix potencées, et on a aussi des croix cantonnées qui associent à la fois tous les autres symboles cruciformes solaires, auxquels on ajoute 4 points. Auquel on peut ajouter aussi la Rosa Camuna qui est à droite, et qui est une version plus évoluée et plus tardive de ces croix cantonnées. On a un exemple là sur en bas à droite, des abris de Calderona en Espagne, qui sont des abris peints, sur lesquels on a ces croix cantonnées qui sont représentées. La deuxième grande famille, ce sont les cruciformes anthropomorphes. Alors il y a 5 types principaux. On a les cruciformes simples, sans particularité, c'est juste des croix allongées, donc la façon d'une croix latine. Ils peuvent dans certains cas avoir des jambes ou avoir des bras comme les orants. On a aussi les cruciformes cupulés, donc c'est des cruciformes un peu du même type que le premier, mais auxquels on a rajouté des cupules au bout des bras, ou au niveau de la tête, ou au niveau du pied. On peut avoir des fois uniquement 3 cupules vers le haut et pas en bas, ou inversement une seule cupule en bas, qui peut avoir dans ce cas-là une symbolique peut-être féminine. C'est ce qui est supposé par les historiens, les préhistoriens. On a aussi les cruciformes potencés. Donc les cruciformes potencés, c'est une variante avec des traits perpendiculaires sur les bras et en haut et en bas. Alors ça peut être complètement au bord ou légèrement décalé par rapport au bord des traits. Ensuite, on a une autre famille qui est particulière, que j'appelle arciforme, mais qui rappelle les arbalétiformes qui ont été étudiés notamment dans les Pyrénées, et qui sont, eux, plutôt historiques. Donc là, on est dans la forme préhistorique, et qui est plus frustre, qui est moins proche de l'arbalète, mais qui est aussi proche d'une autre famille qu'on appelle les anthropomorphes amphibes, qui sont des anthropomorphes qui ont une forme arrondie au milieu. Alors la forme en arc peut être aussi inversée, c'est-à-dire que l'arc peut être vers le bas au lieu d'être vers le haut, comme on le voit. Et le trait central peut s'arrêter au niveau de la barre horizontale. Il n'est pas forcément jusqu'en haut. On verra des exemples peut-être à la fin de la présentation. Et la dernière forme, qui est la plus curieuse et qui est la plus surprenante, j'ai mis longtemps à accepter de la mettre dans les cruciformes préhistoriques, c'est les cruciformes sur socle. Naturellement, on pense à la chrétienté, ça fait référence à plein d'imageries populaires chrétiennes. Et en fait, on retrouve 3 formes différentes. On a des socles en triangle fermés, on a des socles rectangulaires ou on a des socles circulaires. Les 3 formes existent et pour les formes triangulaires, c'est à rapprocher des anthropomorphes simples qui ont des jambes. Donc les jambes sont en bas et c'est simplement les jambes qui sont fermées par un trait qui forment ce socle. On peut rencontrer les deux sur les mêmes pierres, c'est avoir à la fois des anthropomorphes simples, des anthropomorphes avec des jambes et des anthropomorphes sur socle. On en reparlera plus loin. Alors les supports. Alors en fonction des différentes familles, on a des présences sur les supports qui sont très différentes. Les cruciformes solaires qu'on a vus en premier, ils sont présents principalement sur des céramiques du néolithique à l'âge du fer et à partir des âges des métaux, on les trouve sur des objets de décor comme des bijoux ou des plaques de représentation. Et ces céramiques sont toujours liées à l'univers de la mort et à l'univers des défunts. On en trouve aussi quelques-uns, bien sûr, dans l'art rupestre,
mais ils sont beaucoup moins nombreux que les cruciformes anthropomorphes qu'on verra par la suite. Les cruciformes anthropomorphes, donc la deuxième famille qu'on a vue, se retrouvent, eux, essentiellement sur les gravures rupestres. Il n'y en a pas sur les céramiques. On en connaît quelques-uns sur des statuettes dans les îles des Cyclades, mais c'est assez rare. Et on en trouve aussi en peinture dans les abris. Mais c'est plus difficile de les dater parce que comme il n'y en a pas sur céramique, et la céramique est un élément de datation très important, donc on n'est pas aidé à ce niveau-là, on est obligé de se fier à l'environnement de la pierre dans laquelle on l'a trouvée, et à quelle date elle était utilisée, et quels étaient les artefacts qui sont à proximité. Les types cruciformes anthropomorphes et solaires peuvent cohabiter sur les mêmes sites. On a un exemple ici sur le roc de Bosset, le roc des 40 Croix, qui est dans les Pyrénées-Orientales, en France. Et on voit à la fois les différents types de cruciformes qui sont associés ensemble. Là, j'ai fait un zoom sur l'Europe pour montrer un peu quelles sont les zones principales où on rencontre ces types de cruciformes. Donc, on en a une zone très importante qui est liée à la partie péninsule ibérique. Donc, dans la péninsule ibérique, dans le nord de la péninsule ibérique, on a la Galice, sur votre gauche, et le nord du Portugal. On a vraiment beaucoup d'exemples de cruciformes. On a après une zone un peu moins dense et on arrive sur la Catalogne et l'est des Pyrénées. Et dans cette zone, en Catalogne et dans l'est des Pyrénées, on a aussi un grand nombre d'exemples. Après, on a le Massif central, le sud du Massif central et le Lyonnais, et les Alpes dans leur ensemble qui vont de Savoie, Queyras, le nord de l'Italie, tout le nord de l'Italie, le sud de la Suisse, avec une très forte densité dans le Tessin, qui est la Suisse italienne. Et ça va jusqu'en Autriche et tout le nord de l'Italie. Donc là, en France, on trouve environ 75 sites de cruciformes. Quand je dis sites, c'est des sites importants. C'est des sites où il y a au minimum 5 cruciformes bien marqués, voire plus. Ça peut aller jusqu'à une centaine de cruciformes sur une pierre, ou sur une série de pierres ensemble. Donc c'est principalement, on l'a vu dans le sud-est, massif des Alpes, massif central et Pyrénées. C'est souvent en moyenne montagne, entre 400 et 2000 mètres. Donc on ne sait pas si c'est lié à un mode de vie qui fait que c'est surtout les gens de montagne qui les ont utilisés, ou si c'est le fait que dans les plaines, ces artefacts ont disparu du fait d'une utilisation des pierres plus intense pour les constructions, qui fait qu'on en trouve beaucoup moins ou quasiment pas. Et donc elles sont concentrées, pour la France et l'Italie et la Suisse, elles sont concentrées en montagne, en altitude. Dans le Massif central, on a une vingtaine de sites, Cévennes, Ardèche et Mont-du-Lyonnais. Dans les Alpes, on a la Savoie, Queyras et Baye. Et dans les Pyrénées, c'est essentiellement les Pyrénées-Orientales. On a 11 sites environ. Et quelques cas sont connus dans d'autres régions, mais en moins grand nombre. On a quelques cas en Bretagne, Vendée et Limousin, mais c'est des sites moins importants et plus espacés. On en a quelques-uns en Corse, dans les Vosges, Jura, et aussi une certaine densité en Île-de-France, mais avec des usages très différents. Là, on va voir des exemples dans les Pyrénées. Donc, comme on l'a dit, c'est surtout en altitude et dans l'est du massif, les Pyrénées-Orientales, le 66 principalement. Il y a des analogies aussi avec les sites de Catalogne. On va voir qu'il y a beaucoup de choses assez proches dans les deux. Une des particularités des Pyrénées et de la Catalogne, c'est d'avoir de nombreux
d'autres exemples de cruciformes et de pierres à cupule sur des dolmens. On en trouve ailleurs, mais c'est très très rare. Et là, toutes ces régions-là, c'est vraiment particulier à ces régions-là. Il y en a beaucoup qui sont assez explicites. Donc on a vu tout à l'heure le roc des Clermont-Ferrand, on a vu aussi le domaine du creux de la Falibe, qui porte aussi un beau nom. On a ici le roc des Croix, plat Balenco, à Prades, à 920 mètres d'altitude, et un ensemble de pierres gravées de cruciformes et de pierres à cupule. Et là, on voit à la fois des anthropomorphes avec des petites jambes sur le bas, on voit des anthropomorphes simples, on voit des anthropomorphes cruciformes inversés, on voit des cruciformes à socle avec un rond en fait pour le socle. On voit plein de cas différents qui sont sur les mêmes ensembles de pierres. Là, on est au roc de Nous-Creux, donc le roc des 9 croix, langage local. C'est dans le 66 toujours, à Céret. Et là, on voit que c'est une pierre qui est assez dure à travailler, et les croix sont très très frustres et assez abîmées, parce que c'est quelque chose qui a dû fuser avec le temps et qui n'était pas facile à travailler, qui ne donne pas un détail très poussé. Et là, c'est des croix qui sont verticales, sur des plateformes, sur des montants verticaux. La roche gravée de Conat, là c'est beaucoup plus travaillé, donc on a aussi donc, des croix cantonnées, des croix sur socle rond. On a des anthropomorphes assez bien marqués. Ici, c'est la dalle gravée de Gloriane qui est beaucoup plus connue, où il y a beaucoup de gravures différentes. Mais on voit un certain nombre de cruciformes qui sont associés à d'autres types de gravures. Et là, on voit bien les zones de cruciformes. On peut avoir aussi sur la même pierre des cercles concentriques, on a des figurations. Bien sûr, sur ces pierres, il peut y avoir différentes périodes. C'est ce qu'il faut arriver à différencier. C'est pas toujours évident de différencier les périodes. Là, en haut à droite, on a un qui est proche, qui n'est pas dans les Pyrénées, mais qui est dans l'Aude. C'est proche de Rennes-le-Château. Qui est une sorte de bassin. On a un bassin qui est creusé, et sur les contours du bassin, on a un certain nombre d'anthropomorphes qui sont creusés, qui sont assez caractéristiques. La pierre a malheureusement été cassée, c'est pour ça qu'on voit le système de resserrage. Ils l'ont remise en place, elle a été cassée, je pense, récemment. On a ici la boule d'Amon, qui est un dolmen aussi, qui dit Cementiri del Moros, donc cimetière des morts, hein, c'est souvent associé au dolmen, d'où ce lien entre ces gravures, la fois cupule, cruciforme et dolmen, qui donne quand même une certaine importance au traitement des morts, que moi j'ai remarqué aussi pour les formes solaires, on retrouve sur les céramiques, et ces céramiques essentiellement pour l'univers des tombes et par la suite des poteries liées à l'incinération. On retrouve sur ces poteries des cruciformes solaires. Ici, c'est les peintures de la des Périaux, qui est dans le 66 aussi, et des motifs qui ont été étudiés par Abbé Lanner vers 1990. Donc là, c'est dans une grotte, et alors je pense que c'est des peintures, je pense que c'est des peintures, et vous avez différents motifs, donc ça peut être des croix qui sont dans des rectangles, ça peut être donc des arbalètes inversées ou absiformes inversées, et différentes formes de groupes de cruciformes. On a aussi un cruciforme potencé, au moins au niveau de la partie horizontale. Sur la droite, là c'est un peu différent. Et c'est dans une paume
proche de Montréal-en-Sauce, dans le 09. Donc c'est plus proche peut-être de chez vous. Alors, il y a plusieurs baumes dans ce secteur-là, et il y a des cruciformes dedans, et peut-être gravés, mais ils sont associés pour certains à un château médiéval. Donc c'est difficile de dire qu'ils sont préhistoriques, mais il y a certaines symboliques qui peuvent le penser, et ils ont pu être chargés par la suite par médiéval. Ici, on a la pierre gravée du pont de la Comarca. Donc c'est une zone où il y a un certain nombre de pierres gravées, des cupules, avec des petits formes, à la fois solaires et mortes. On a le plat de Valenceau, où il y a des de petits formes. On a ici un menhir qui est peut-être une stèle, parce qu'on a l'impression d'avoir deux yeux un peu sur le haut du menhir. Et un cruciforme gravé, mais qui est un peu maladroit, peut-être mystérieux, on a du mal. En sachant que, dans votre région, et dans beaucoup de régions, on a identifié un grand nombre de menhirs portant des cruciformes. Ici, on va voir la péninsule ibérique. Donc la péninsule ibérique, c'est une zone où il y a une très forte concentration. Sur l'ensemble de la péninsule, on a plus de 150 sites majeurs, dont une majorité dans le nord de la péninsule. Au nord-ouest, en Galice et dans les régions proches, on a 64 sites. C'est plus de la moitié des sites qui sont situés dans cette partie-là, plus le nord du Portugal qui touche la Galice. Donc on voit qu'on a quand même près de moins d'une centaine de sites rien que dans ce nord-ouest. On a en Catalogne environ 16 sites, et ensuite d'autres sites éparpillés dans le reste de l'Espagne, mais avec des gravures un peu différentes. Là, on a 3 exemples dans chacun de ces régions. Donc, on a en Galice en haut, c'est une photo qui date de 1895, où on a un archéologue ou un antiquaire, on appelait ça des antiquaires à l'époque, qui est pris en photo sur un ensemble de gravures qui est fabuleux. Il y a des gravures de tout type, à la fois cupules, gravures et des représentations assez explicites. Et il y en a plusieurs photos de cette époque qui sont référencées aux archives royales de l'Académie de Galice. En dessous, on a la pierre des sacrifices, qui est une gravure de Savassona en Catalogne, qui est assez intéressant aussi. Et bon, le terme pierre à sacrifice fait référence à l'époque où on pensait que c'était les Celtes qui faisaient des sacrifices sur ces pierres. On a à gauche la vue d'un affleurement à Trip, à Chaves au Portugal. Le Portugal a des sites assez fabuleux. Alors ici, toujours dans la Catalogne, là on a 2 pierres qui portent deux noms différents, mais je pense que c'est peut-être la même. On a d'un côté la dalle de couverture de la tombe à couloir de Baroque d'Espola, en Catalogne, qui a un ensemble très complexe, avec un mélange de cruciformes et de formes diverses, qui sont assez complexes, mais qu'on peut retrouver dans d'autres régions. Même, on a des cas en Suisse, par exemple, de formes un peu complexes. Et là, il y a une date, bien sûr, on voit Roca 1750, mais toutes les gravures ont forcément attiré à un moment des gravures par les personnes qui les ont découvertes. On a à la fois des anthropomorphes, des arciformes et des groupes de croix diverses. Donc on a une photo à gauche qui a la dalle de couverture Bagno-les-Serres, mais je pense que c'est la même chose. Parce qu'ils font référence à une tombe à couloir, donc c'est vraiment bien une tombe à couloir. Et on a probablement les deux mêmes pierres, c'est la même référence. Pascal, s'il te plaît. Là, ici, on a les gravures du creux de l'hôpital, au bord de la Selva, en Catalogne, proche de la frontière, donc très proche de la frontière avec les Pyrénées. Là, on a un ensemble majeur
à la fois de cruciformes, de cupules et de diverses gravures, qui sont réparties sur plusieurs pierres. Et je vous invite à lire, il y a un ouvrage excellent qui date de 2012 qui s'appelle Offrandes, libations et épitaphes sur les domaines de Catalogne, qui a été écrit par Joseph Tarus-Galter, un archéologue catalan, et qui fait des liens entre ces pierres et les sites proches, et qui pense que ça pourrait être lié à des offrandes et des libations sur ces pierres. Donc là, on revient sur une vue qu'on a vue tout à l'heure de la pierre de Savasona. Là, on a une autre pierre verticale, toujours en Catalogne, avec des gravures cruciformes réparties sur l'ensemble de la pierre et quelques cupules, des grosses cupules qui sont réparties partout. Il y a une zone qui s'appelle Port de la Selva, où on rencontre à la fois des menhirs et des gravures. Et on a ici, sur cette partie verticale, un certain nombre de goulottes et de gravures cruciformes. En dessous, on a la Pedra del Sacrifice, qui a été relevée par le GERSA en 1992 à Capmany, en Catalogne, où on voit pareil un ensemble de goulottes caractéristiques de ce qu'on rencontre sur les pierres à cupules, avec des pierres à cupules, et un ensemble de cruciformes on voit bien dans tout ce qu'on a regardé que ces cruciformes ne sont pas là pour oblitérer ce qu'il y avait précédemment, mais il y a une utilisation du support qui est commun pour les cruciformes et les autres formes de gravure qui pouvaient être antérieures ou pas, c'est difficile à établir. Ici, une autre photo, toujours dans la même série des photos de 1895, donc on est revenu ici dans la Galice, où on voit un ensemble de gravures. On voit bien des anthropomorphes, clairement. Là, on a différentes formes d'anthropomorphes qui sont bien clairement, et on a aussi des cruciformes qui sont associés. C'est des sites qui sont fabuleux. On a sur la gauche, on a un anthropomorphe potencé avec une partie socle circulaire. Et c'est des pierres, il y a plusieurs photos comme ça de cette époque qui sont assez impressionnantes. Donc là, pareil, le Portugal, on va le voir plus loin. Donc Portugal, 23 sites, et là, Galice, Castille et Gasturie, 64 sites. Là, ici, on a un très beau hieroglyphe au Resto Recosto, en Galice toujours. Un ensemble de gravures avec des cruciformes. On voit très bien ceux d'en bas à gauche, qui ont été peut-être surlignés blanc à la craie. On a ici l'Axa des Montes Pénides, en Galice. On a des formes plus complexes. On a des cruciformes cantonnés, pas cantonnés, potencés. Et on a des groupes, des séries de cruciformes cantonnés qui sont reliés les uns aux autres, comme une guirlande. Et ça, on le retrouve aussi dans les Alpes, dans le Tessin, par exemple. On a ce genre de représentation. Il y a quand même des distances importantes et on arrive à retrouver des analogies. Ensuite, on a les pétroglyphos des Ladra d'Alax, Sardoma en Galice toujours. On a un ensemble de cruciformes. Là, on est en Castille et Léon, donc c'est province de Léon. On a un ensemble vertical, on a des cruciformes avec une tête potencée et un socle. Et on a différentes formes qui sont peu lisibles parce que la pierre est de mauvaise qualité, donc elle a vieilli et elle peut être assez difficile à travailler. On a ici une autre pierre qui a un visage sous Lugo, province de Lugo, en Castille. On a un ensemble de gravures à la fois cruciformes et des rectangles. Alors ici, on est au Portugal, on va avoir des sites fabuleux. On a la Ferradura d'Adam,
Ça, c'est une pierre fabuleuse qui réunit à peu près tout ce qu'on connaît dans l'univers des pierres à cupules et des gravures schématiques. On a des petits U avec un trait qui sont identifiés comme des idoliformes, qui seraient censés représenter des idoles, des têtes d'idoles. Et dans le sud de la France, on a des U au sens de traits qui sont aussi identifiés comme étant des idoles. Donc on les a là, on a des sites fabuleux dans le sud de la France qui ont ce type d'idoliforme. On a une forme avec un cercle au milieu, donc un anthropomorphe avec un cercle au milieu, qui sont ce qu'on appelle les anthropomorphes amphis. On a des pédiformes, on a des cupules, on a des cupules sous forme de jeu. Hein, ce sont des lignes de cupules alignées les unes à côté des autres. On a des formes qui font penser à des marques d'animaux, des cerfs ou des vaches. Et on a vraiment assez intéressant. Et on n'a pas plein de noms, c'est quoi qui ont été rajoutés, sont chrétiennes et ont été là pour christianiser. S'ils avaient voulu christianiser cette pierre, ils auraient mis des grandes croix au milieu pour faire disparaître le reste. On a ici en haut à droite la Ferra Pictada, où on a un ensemble de gravures où on a à la fois des anthropomorphes avec des jambes, des anthropomorphes avec un socle rond, des anthropomorphes simples, des cercles avec un point, avec une cupule. Oui, on a aussi un cas particulier qui se trouve en haut à droite. Vous avez un anthropomorphe simple avec un petit trait sous l'anthropomorphe qui forme comme une cuvette. Et sur d'autres sites au Portugal, ça a été associé à un bateau. Donc c'est un personnage sur un bateau. C'est très schématisé. Et on a d'autres endroits où c'est beaucoup moins schématisé et c'est plus explicite. Et ça pourrait évoquer le transport de l'âme des morts avec le déplacement sur le bateau qui rejoint le pays de l'au-delà. Et ça, on en trouve même en Bretagne, avec des formes différentes. Là, c'est moins circulaire, on en retrouve en Italie aussi, il y a beaucoup d'exemples. On a en dessous une pierre qui est gravée aussi verticale sur une matière assez peu résistante. On voit que c'est assez frustre, un certain nombre, et on voit que ça a été gratté récemment, qu'ils ont enlevé la partie verte pour faire apparaître les cruciformes, qui étaient sûrement invisibles depuis de nombreuses années. On est toujours au Portugal pour cette zone. Donc là, on va évoquer un peu les conclusions, on ira en détail quand même après ces conclusions. On a en Europe plusieurs centaines de sites de gravures et de peintures de cruciformes, des peintures qui peuvent être en grotte, qui montrent la spécificité et l'étendue de ce phénomène. Dans votre région, il y a des cruciformes plus anciens, puisque on a sur le bas d'Asile, à l'Asilien, donc une période très très ancienne, sur les fameux galets asiliens, un certain nombre de galets qui représentent des cruciformes très, très nettement. Par contre, il n'y a pas de lien direct entre des cruciformes et ceux qu'on rencontre au néolithique, parce qu'il n'y a aucun cruciforme de connu entre l'asilien et le néolithique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas utilisé, mais ça n'a pas résisté au temps, et c'était peut-être sur des supports périssables. Mais on ne connaît pas de cruciforme entre l'asilien et le néolithique. Dans les Pyrénées, ce phénomène est limité à la Catalogne et aux Pyrénées orientales. À ce jour, on ne connaît pas dans le reste des Pyrénées, ou très peu. C'est des sites qui sont quand même de qualité et qui ont une vraie présence et qui nous indiquent d'informations, notamment le fait qu'ils soient associés à des dolmens. Il existe bien des anthropomorphes rupesques cruciformes avant le christianisme, et même, je dirais, qu'une majorité
des sites où on rencontre ce type de cruciforme en groupe sont le plus souvent antérieurs au christianisme. Pas toujours, il peut y avoir des cas, mais dans ce cas-là, on a des dessins beaucoup plus chrétiens, avec des formes comme l'IHS, des choses comme ça, qui sont plus explicites. Et beaucoup plus de marques d'écriture de la période historique, parce que la période historique est connue pour avoir des marques d'écriture dès l'époque romaine. La thèse de la christianisation des cultures païennes qui a prévalu à la fin du XXe siècle ne correspond pas à la réalité des pratiques. Au XIXe siècle, les premiers chercheurs avaient identifié ces pierres comme étant païennes, mais pour des raisons diverses et variées, et le peu d'informations qu'on avait sur ces pierres, la petite quantité de références, font qu'on les a négligées et on a décidé que c'était plus simple de penser que c'était chrétien. L'association des cruciformes et des cupules est bien démontrée à la fois en Italie, en Suisse, un peu partout, même en Italie. On a des exemples bien démontrés d'association de cupules et de cruciformes. En Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales, on constate certains liens entre les dolmens, les cupules et les cruciformes. Dans d'autres régions, on n'a pas ce lien avec les dolmens, mais on a des liens de cupules et de cruciformes en lien avec des pierres qui ont servi à former des sépultures qui sont pas des dolmens, mais sont des sépultures simples. On a aussi... moi, j'ai pratiqué beaucoup d'études sur les céramiques qui ont démontré qu'une symbolique cruciforme était présente. Donc, quand on parle de symbolique cruciforme, c'est des cruciformes solaires, et présente du néolithique à l'âge du fer. Et on peut remonter cette utilisation. La plupart des formes que je vous ai montrées dans l'exemple sur les cruciformes solaires existaient déjà au néolithique. Donc cette forme de symbolisation a été utilisée sur les céramiques et par la suite les bijoux, sur les arbres, depuis le néolithique jusqu'à l'âge du fer, avec une disparition progressive à partir de la fin de l'âge du bronze. Et à l'âge du fer, c'est remplacé par la roue, qui devient une nouvelle symbolique, qui reprend l'ancienne symbolique des cruciformes. Et les cruciformes commencent à disparaître, et ils ne seront réutilisés que pour les croix chrétiennes par la suite. Les périodes principales d'usage des cruciformes anthropomorphes rupestres semblent se situer à la fin du néolithique, donc c'est campaniforme, chalcolithique principalement, et l'âge du bronze. C'est pour les parties rupestres. Ces symboliques ont été comprises et utilisées sur de très longues périodes, sur différents supports. Donc là, on avait vu dans les croix solaires qu'il y avait des svastikas. Sur les mêmes supports, on peut avoir des cruciformes svastikas, des cruciformes simples, des cupules, et on les retrouve associés. On peut avoir des arciformes qui sont associés avec des formes circulaires multiples. On peut les avoir associés avec des labyrinthes, on peut les avoir associés avec d'autres choses. Tout ce qui est de l'art rupestre atlantique peut être associé avec à la fois les cruciformes et donc les cruciformes solaires. Je vais vous montrer un autre exemple. On va passer là sur une autre dessin. Je vais faire un focus sur une autre forme de... Donc on a parlé des arciformes. Donc l'arciforme, c'est un nom que j'ai donné moi. Vous ne le retrouverez pas dans les écrits. Je suis le seul à avoir utilisé cette forme de nom. C'est pour le différencier des orgaléniformes. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que les orgaléniformes sont historiques, et c'est une réalité.
C'est-à-dire qu'il y a une reprise à un moment, au début de la chrétienté, du symbole de l'arbalète pour une association probablement avec la mort, avec la survie après la mort, mais dans un espace chrétien. Il y a quand même des différences, notre part, dans la façon de graver, dans ce qui est préhistorique et dans ce qui est historique. Et donc moi, j'ai essayé de réunir un certain nombre d'exemples de ce qu'on peut rencontrer en arciforme dans les périodes préhistoriques. Donc là, dans l'exemple que je vous ai donné, on voit un certain nombre d'arciformes qui sont dans de nombreux pays qu'on a vus. Donc ça peut aller de la Suisse, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal. Dans toutes ces régions, on rencontre des arciformes et différentes variétés d'arciformes. Donc le plus courant, c'est l'arciforme simple avec un trait au milieu et puis un arc au-dessus qui joint les trois traits du haut. C'est la forme la plus courante. Mais on peut aussi avoir, comme on le voit dans la colonne de gauche, sur la troisième ligne, vous avez des arciformes avec des yeux qui sont figurés par des points. Ça, on le trouve ici en Italie, mais on le retrouve aussi en Suisse et on le retrouve dans d'autres régions. Donc c'est très proche des idoliformes, ce qui peut faire penser qu'il y a peut-être des liens entre idoliformes et arciformes. Bien sûr, c'est à démontrer. On a des formes aussi, comme si vous allez un peu à droite, à côté de ces formes avec des points, vous avez une forme avec des jambes. Alors, dans les études sur les arbalétiformes, on a souvent associé le fait qu'il y ait cette forme de jambes aux arbalétiformes en disant que c'était la gâche de tir de l'arbalète. Et en fait, dans les études que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'il y avait, dès la période préhistorique, des formes avec cette jambe qui curieusement est décalée. C'est-à-dire que vous n'avez pas deux jambes qui sont l'une en dessous de l'autre, mais vous avez une jambe qui est presque droite et l'autre qui est décalée comme s'il marchait. Et ça, on le rencontre dès les formes préhistoriques. On le rencontre aussi sur les formes historiques. Dans les deux cas, on le rencontre. Après, vous avez des arciformes triangulaires au lieu d'être en arc. Vous avez des arciformes qui sont mélangés avec des anthropomorphes classiques ou des anthropomorphes en croix ou cupulés. On rencontre vraiment tous les types de formes. On va descendre un peu sur l'image. Descendre un peu l'image. Je vous parlais, vous voyez en bas, la dernière image en bas à gauche, vous avez un arciforme avec des bras et des jambes. C'est-à-dire que là, le bras n'est pas formé par la base de l'arc, mais il est rajouté. C'est-à-dire qu'il y a là, et il y a des jambes en bas. Donc, vous voyez, c'est une forme encore différente qui est là, elle vient du Portugal. On a, si vous continuez sur la même ligne à droite, sur la troisième, vous avez une forme aussi où il y a comme une jambe qui forme une sorte de bulle sur le côté de la jambe. Vous voyez, il y a des variantes. Là, on est en Espagne, on a un exemple avec les points qui forment les yeux. Vous voyez, il y a plein de formes différentes. Et là, on est en Italie, complètement à droite, on est en Italie, et on a aussi une forme avec les deux yeux. Forme que j'appelle idoliforme. Et tout de suite avant, on a des formes en phi qui cohabitent avec des formes en forme. Il y a tout un ensemble. On voit que sur un ensemble de pays, on a des façons de graver qui sont similaires, qui nous interrogent. Alors, on va pouvoir éventuellement parler un peu des différentes formes qu'on a rencontrées. On a vu que, curieusement, donc, ces formes ne sont pas dans toute l'Europe, et ne sont pas à chaque fois dans l'ensemble du pays.
on pense que les formes qui se trouvent en Bretagne, en Vendée et du côté de Limoges sont probablement associées aux formes espagnoles qui se trouvent en Galice. Parce qu'il y a eu à un certain moment des communications entre la Galice et ces régions, surtout la Vendée. Et comme il y a très peu de cas Vendée, on peut penser qu'il y a des associations entre les deux. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, un instant. Oui, je parle là. Vas-y, tu peux parler. Oui, c'est bon. Vas-y. Oui, bonjour Michel Galli. Sur certaines représentations, il y a de la couleur, notamment de la couleur rouge sur ce qui s'affiche. Oui. Est-ce que ces gravures que vous avez répertoriées, est-ce que c'est courant? Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Est-ce qu'elles ont une signification d'après vous? Alors là, on est, je pense, dans le sud, un peu plus au sud de l'Espagne. Vous parlez de celles qu'on voit. Tout à fait. Elles sont très particulières parce qu'elles ont un peu des aspects de méduse. C'est-à-dire que la partie arciforme continue comme si elle dégoulinait un peu sur les côtés. Et ça, il y en a plusieurs dans cette région. C'est spécifique à cette région. D'accord. Mais des cruciformes en grotte, on en trouve peints dans d'autres régions. Pas forcément des arciformes, mais différents. Donc, parmi tout ce qu'on a vu, il y a des cas. Et bien sûr, il faudrait qu'il y ait des datations sur ces peintures, des études, mais comme la plupart du temps, les arciformes, les formes, disons, que moi j'appelle cruciformes, ont un peu été rejetées, elles ont rarement été étudiées. D'accord, merci. Mais il y a des éléments pour aller plus loin dans les datations. Il faudrait des recherches complémentaires et que les gens acceptent de faire ces recherches et qu'on soit plusieurs à faire ces recherches. Mais comment vous faites précisément pour dater correctement les motifs et les dessins? Alors, c'est quoi les techniques que vous employez? Voilà. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a, comme on l'a vu dans l'étude du chercheur catalan, lui, il les a datés en les associant avec les centres rupestres, les centres de vie qu'il y avait autour. C'est-à-dire qu'il a un certain nombre de dolmens ou de gravures qui sont proches de villages néolithiques ou de villages, lui c'est plutôt l'âge du bronze dans ses études. Et le fait qu'il y ait cette proximité, lui fait penser qu'il y a probablement des datations proches. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est bien sûr quand il y a des gravures qui sont trouvées enterrées dans des couches qui sont datables. Alors, ça existe pour les pierres à cupules. On a un certain nombre d'exemples de pierres à cupules qui sont datées. On n'a pas la même chose avec les cruciformes, on n'a qu'un cas, mais qui est une gravure sur laquelle il y a quelques cruciformes qui se trouvent dans un dolmen qui a été trouvé au XIXe siècle. Mais comme c'est des fouilles du XIXe siècle, les gens mettent en doute la qualité de la datation, forcément. Mais il y a de grosses... Alors il y a un autre moyen de dater, c'est les associations du type. Voilà. On a vu tout à l'heure, on parlait du bateau, de la croix sur un bateau. En fait, dans un site du Portugal, ces bateaux, il y a à la fois des anthropomorphes sur des bateaux et des bateaux un peu plus explicites. Et certains archéologues de cette région ont daté ces bateaux du néolithique. Et donc,
on peut associer le fait qu'il y ait des gravures qui représentent une croix sur un bateau et ces bateaux gravés sur la même pierre du néolithique, de la fin du néolithique. On a d'autres exemples. On a un exemple où on a quelques armes qui sont associées, donc des hallebardes par exemple. On a des exemples de gravures de cruciformes et de hallebardes. On a un exemple aussi de gravure sur un labyrinthe ou sur des... Là, vous en avez un là, sur l'image, en haut à gauche de l'image actuelle. Celui qui est circulaire. Vous avez un crucifix. Oui, vous avez donc un arciforme qui est associé à une cupule et à des cercles concentriques autour. On a un cas qui est très typique. Je ne sais plus si c'est associé à un labyrinthe ou un cercle multiple, mais on a un cas où vous avez un panache de croix qui part du centre de la forme, qui est dessinée, et qui va vers l'extérieur, un peu à la façon de l'image Larousse, quand vous avez les gens qui soufflent le pissenlit. C'est la même image. C'est-à-dire que vous avez ces croix qui s'en vont, qui s'éloignent de la forme et qui sont gravées. Et, voilà, il faudrait arriver. Moi, j'ai pas pu aller sur place pour faire la forme, mais on a une association qui semble assez évidente. Donc ça reste toujours compliqué. Et les études, vous avez des études qui vous disent que c'est historique. Alors, les études espagnoles, surtout, et, qui vous disent qu'elles sont historiques, il y en a. Il y a des gravures similaires à ce qu'on voit qui existent dans la période historique, qui sont notamment dans les sud de l'Espagne, où vous avez il y a eu l'invasion Maure, donc les Arabes sont remontés. Il y a ce qu'ils appellent des citernes, dans lesquelles il y a des gravures qui ont été gravées sur les citernes. Ces citernes datent de la fin de la période arabe. Et dans ces citernes, il y a un certain nombre de gravures qui sont proches de ce qu'on rencontre. Et là, c'est forcément historique parce que ces citernes ont été construites de façon historique. On a d'autres cas, c'est qu'on a des réemplois dans la période historique de symboles qui existent à la période préhistorique. Alors, le cas le plus courant, c'est ce qu'on appelle le jeu du moulin. Vous connaissez le jeu du moulin? C'est une forme, vous avez plusieurs carrés qui sont concentriques avec une croix au milieu. Ce jeu du moulin est très utilisé dans les moulins, justement. Et on le trouve au Portugal, dans les moulins à eau. On le trouve en France, près des moulins, mais on le trouve dans les églises, on le trouve dans... Donc il est très courant dans la période historique, on le trouve dans les châteaux. Mais on le trouve aussi sur des tuiles romaines, donc de l'époque romaine. On a un très bon exemple sur des tuiles romaines et dans des environnements romains, donc sur des dalles de l'époque romaine, et les plus anciens qu'on arrive à dater datent de l'époque grecque, donc du 6e siècle à peu près avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, il y a des réutilisations de symboles qui peuvent avoir duré plus longtemps que les périodes préhistoriques. Donc ça rend complexe, donc il faut pas... chacun doit se faire sa propre recherche, et on doit corroborer nos recherches, et si on se base sur des faits scientifiques, on ne doit pas négliger le fait qu'il peut y avoir des cruciformes préhistoriques, et la preuve principale, c'est le grand nombre de cruciformes solaires sur des céramiques depuis le néolithique et là j'ai plusieurs centaines d'exemples à vous montrer. Les plus anciens et les plus explicites, c'est que vous avez dans des sépultures qui datent du 5e millénaire en Allemagne, des pots en terre avec des cruciformes sur le fond du pot, qui sont clairs, qui sont dans un musée allemand, et datent du 5e millénaire. Et j'ai plusieurs exemples de ces périodes-là. Et l'autre particularité, c'est que
les cruciformes qui sont sur ces céramiques sont à des endroits bien particuliers. C'est-à-dire que c'est sur le fond de la céramique, à l'intérieur ou à l'extérieur de la céramique, au départ. Donc sur des zones qui sont peu visibles quand on l'utilise. Et comme on les trouve principalement associés à des sépultures, on peut penser que ces symboles ont été associés au cycle de vie et à une demande de protection de la nourriture qu'on confiait pour les morts, qui servait dans ce cycle de vie. Le cycle de vie a été, jusqu'aux Celtes et jusqu'aux Romains, quelque chose de pratique courante. C'est-à-dire que les Romains faisaient des libations sur les tombes avec du vin, et parfois faisaient des banquets sur les tombes. Et même à l'époque moyenâgeuse, il y avait encore des légendes qui demandaient d'ouvrir les fenêtres à certains jours, le jour des morts, pour que les morts puissent venir manger avec les vivants. Donc c'est quelque chose qui date du néolithique, qui a traversé les millénaires, et est resté dans certaines pratiques anciennes. On arrive à en trouver les traces. On a une autre question à venir. Alors, moi, je suis très très surpris, je suis un petit peu venu pour votre conférence. Tout ce que vous nous présentez là, moi je le trouve, mais sur des porches d'église, et notamment des porches d'église, nous dit-on, qui viennent sur les chemins de Saint-Jacques, mais alors les arbalétriers, les croix avec des points ou des... Bien sûr. Donc, je ne me suis pas pourtant intéressé aux campagnes de fonds, etc. Je suis surpris de ne pas avoir trouvé sur le terrain ce genre de choses, mais je vais y faire beaucoup plus attention maintenant. Je ne vais plus regarder les porches d'église, mais je vais regarder les extérieurs, quoi. Moi, j'ai un site web sur lequel tout ce que je présente est référencé avec sur l'image un lien vers le site d'origine. D'accord. Vous pouvez voir la partie Espagne. S'il te plaît, Pascal, nous appeler le nom du Oui, site. non, mais il vaut mieux qu'ils le lisent sur votre site web, on vous donnera après parce qu'ils ne vont pas le retenir. C'est un nom qui n'est pas très facile. Pas très facile Moi, à retenir. J'ai pas mal cherché mais au niveau de vous ces verrez sur les pages, il y a une page sur l'Espagne. Ouais. Vous avez tous les sites espagnols référencés. Je l'ai trouvé. Et bien sûr, dans le lot, il y a peut-être des choses historiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Galice est l'une des zones où on a le plus ce type de cruciformes, et qui sont à la fois peut-être pour certains historiques et d'autres préhistoriques. Nous dit-on que on nous dit que ces cruciformes qui se trouvent sur les porches des églises, sur les bords, ou se trouvent sur des églises qui sont sur les chemins de Saint-Jacques. Et moi, tous les cruciformes que j'ai, enfin toutes ces gravures que j'ai pu trouver en Comminges ici ou ailleurs, sont toutes sur des églises qui sont sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, je suis resté sur ce délire, on va dire. Ils cherchent des graffitis sur les porches des églises. Il y a une page qui est dédiée à cette thématique, qui raconte l'évolution des cruciformes et qui montre les cruciformes des périodes historiques. Et il y a un lien certain, il y a une reprise, quelque part, il y a une christianisation de certains de ces symboles. Ouais. Donc on le retrouve dans l'arbalétiforme. L'arbalétiforme, c'est un signe qui existait avant, qui a été christianisé, mais qui est repris avec un sens pas très chrétien. On a, sur les porches des églises, on a souvent aussi un cercle avec des points, on nous dit que c'est avec des cadrans solaires, on a des grilles pour nous dire que c'est les jeux de Marelle. Alors je suis resté sur ça. Oui, le jeu de Marelle, et les jeux de Marelle existent beaucoup dans la période historique, c'est là où on les trouve en majorité. Mais bon. Mais pas que. Mais donc moi je me suis désespérément accroché aux porches des églises, donc je n'ai pas regardé à l'entour, donc maintenant je vais faire un peu plus attention. C'est bien. C'est bien. Et vous avez d'autres phénomènes, c'est que vous avez dans les périodes historiques, par exemple, des peintures de croix et de ces symboles sur les murs des maisons, par exemple au Portugal ou en France, sur les murs des maisons et sur les murs des fermes. Par exemple, pour protéger les étables. Voilà. Mais vous pouvez trouver des exemples où vous avez ces dessins
sur des animaux de l'époque pré-chrétienne qui étaient peints en symbole. Donc c'est complexe, c'est pas simple, c'est des symboles qui ont existé à plusieurs périodes. Il faut, Est-ce que vous avez d'autres questions? voilà, il faut arriver à les différencier. Et... Est-ce que Claude, tu as des questions? Non, je connais le sujet, c'est pour ça. D'accord, ok. Question? Non? Non, C'est le moyen. Michel? Madame, peut-être? Mais on peut en discuter. Je reste ouvert si vous voulez communiquer avec moi. Donc sur mon site web, il y a un lien où ils pourront vous le donner. Oui. Il y a mon email et on peut changer. Il y a un certain nombre de conférences qui sont visibles sur le web, sur Academia. Vous pourrez aussi voir d'autres choses. Alors moi, j'ai C'est un tout petit extrait que je vous ai montré. une dernière question, Pascal, s'il te plaît. Quel est le lien vraiment entre les cruciformes du néolithique et la croix catholique en fait? Est-ce qu'on a fait des études là-dessus? Est-ce que il y a une logique à ça? Moi j'ai essayé de chercher. Tout ce que je peux dire, c'est que le sens de ces croix, il y a deux hypothèses sur les périodes historiques. C'est l'anthropomorphe, c'est le personnage qui peut être ancêtre, qui peut être le personnage du créateur du village, de l'histoire d'un lieu. Ça peut être aussi, comme on l'a vu, la déesse, donc les déesses mères. Les déesses mères sont très liées à cette symbolique cruciforme. Et si on part vers le truc vers les déesses mères, on a ce côté cycle de vie. Donc dans les croix solaires, on a cette pensée de cycle de vie, et c'est très lié justement à ces cycles. C'est le cycle des jours, le cycle de la vie humaine, c'est le cycle des années, c'est tous ces cycles qui sont représentés, qui sont symbolisés par ce sens. Et pour eux, la vie était répétitive, c'est-à-dire que les morts revenaient au moins pour la période néolithique H11, les morts revenaient dans les enfants qui naissaient. Et ça, on le trouve écrit, il y a des notifications grecques, de l'époque grecque, qui racontent que certains peuplades pensaient que les morts revenaient et naissaient à nouveau dans les enfants qui arrivaient. Ça, c'est écrit, c'est documenté, j'ai les références. Et donc, il y a cette possibilité de cycle de vie. Une fois qu'on est passé dans la chrétienté a réinterprété en fonction de ses besoins, c'est-à-dire qu'elle s'est appuyée sur les croyances qui existaient, et elle a juste substitué certaines choses. On le voit avec la Vierge Marie qui prend une grande partie des prérogatives des déesses mères. La naissance, la fertilité, tout ça c'est les déesses mères. La mort, c'est les déesses mères. Et donc, il substitue la Vierge Marie dans beaucoup de cas. Après, il y a d'autres choses qui ont été... Mais bien sûr, tout est à découvrir. Hein. Moi, j'ai un peu creusé tout seul dans mon coin. Et j'ai besoin que d'autres fassent leur recherche. Et le but, c'est d'en parler et de... D'accord. C'est bon? Et Pascal, merci pour ton intervention qui était très qualitative et très intéressante. Merci. Et je te propose qu'on se recontacte ultérieurement pour discuter tout ça. Hein, voilà, et encore merci. Vous avez plus de questions? C'est bon? Voilà. Merci Pascal. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.